Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité, l'opposition togolaise maintient la pression sur le régime du président Faure Gnassingbé. L'opposition en colère a une nouvelle fois battu le pavé ce jeudi à Lomé, la capitale. Une mobilisation quelques heures avant le sommet de la CEDEAO qui s'ouvre ce samedi au Nigeria. Dans l'actualité également, KNOK au cœur de la politique de diversification de l'économie gabonaise. Cette zone économique spéciale peut-elle relever le défi au moment même où les autorités prévoient un rebond de la croissance en 2018? Nos invités tenteront de répondre à cette interrogation dans la deuxième partie de cette émission. Également au cœur du débat de ce soir, le festival Ciné Droit Libre qui bat son plein à Ouagadougou au Burkina Faso. L'engagement, vous le savez, y a toujours occupé une place de choix et c'est encore le cas pour cette 13e édition. Ce festival toujours en prise directe avec la politique et cette année, il s'agit de discuter des migrations. Voilà pour les titres et pour en discuter avec moi sur ce plateau, Karine Orio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste également avec moi. Adam Azeizi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie. Malik Hacher est également avec nous. Bonsoir Malik. Bonsoir Zara. Donc, Malik Hacher, éditorialiste d'Africa 24. Tout de suite, l'actualité politique. Au Togo, les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition peinent à se mettre en place pour mettre fin à la crise politique qui prévaut dans ce pays. Voilà maintenant 3 mois, l'opposition est de nouveau descendue ce jeudi dans les rues de la capitale Lomé. Le mot d'ordre est le même, la démission du président Faure Gnassingbé. On écoute les précisions de Nadim Michel Khalif. Il y a une dialectique entre le pouvoir et l'opposition. L'opposition réclamant la restitution de la Constitution de 92 et le pouvoir refusant ce dialogue-là. Lui, le pouvoir veut bien qu'on rétablisse la Constitution de 92, mais sans rétroactivité, à savoir que le président puisse rester en place et puisse se représenter 2 autres fois encore. C'est ça, et puis en plus, l'opposition réclame que le vote de la diaspora, comme cela se fait pour tous les autres pays africains. Parce qu'au Togo, nous sommes privés du vote de la diaspora. Donc c'est pas normal. Regardez, les Français de l'étranger votent. De même que les Ivoiriens, de même que les Sénégalais, les Béninois et les Maliens. Alors, pourquoi priver la diaspora togolaise du droit de vote? Il y a toutes ces histoires-là qui sont sur le tapis et ça ne marchera pas parce que le pouvoir, il est tenace. Il est en place depuis 51 ans maintenant. Et bon, maintenant, ce sera une épreuve de force, à mon avis, qui va intervenir dans les 6 mois. Alors donc le rassemblement de ce jeudi s'est fait avant le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui va donc s'ouvrir ce samedi à Abuja au Nigeria. Et l'opposition togolaise a dans cette manifestation voulu, pour reprendre les mots de Paul Dodji Abevon, qui fait partie des 14 partis de la coalition de l'opposition, lancer un véritable cri du cœur, dit-il, à tous les chefs d'État de l'organisation. L'opposition souhaite ainsi sensibiliser les chefs d'État de la CEDEAO sur la crise qui prévaut au Togo. Malik, que peut véritablement attendre l'opposition togolaise de cette rencontre de samedi? Je ne sais pas s'il faut en attendre beaucoup. Pour ma part, peut-être que je surprendrai par ma position, mais je pense que la crise togolaise est une crise interne et qu'elle ne doit pas être internationalisée ou du moins régionalisée, être régionalisée. Pourquoi? Parce que la situation n'est pas aussi au bord de l'implosion dans ce pays. Il y a une tension entre opposition et pouvoir et je pense que les Togolais peuvent trouver une manière de se trouver autour d'un projet politique. Pourquoi tout de suite aller chercher l'aide des pays voisins? On n'est pas dans une situation de guerre civile. Je pense qu'il faut faire attention avec cet alarmisme. Beaucoup de
personne, justement, surfe sur cette volonté, justement, d'empirer les choses, d'aggraver les choses. Je ne dis pas que le pouvoir togolais est un pouvoir qui est compréhensif envers l'opposition, loin de là. Il y a du chemin à parcourir, mais il y a eu des gestes qui ont été faits dernièrement par le pouvoir, et je pense qu'il faut savoir prendre la main qui est tendue, saisir la main qui est tendue par le pouvoir. Ensuite, il faudra voir ce que donneront les négociations. Mais il n'y en a pas vraiment eu des négociations entre l'opposition. Alors pas tout de suite, un dialogue a été annoncé. Mais ça reste marginal, ça reste peu convaincant. Pourquoi? Parce qu'on a une frange de l'opposition qui est quand même assez radicale. Parmi ces 14 partis, on ne peut pas dire que la sensibilité de tous les acteurs politiques de l'opposition soit les mêmes. Donc je pense qu'il faut se réunir autour de la table et discuter de projets concrets. Après, nous verrons si ces projets concrets vont être admis ou acceptés par le pouvoir en place. Alors, Karine Orio, l'opposition togolaise, effectivement, n'est pas pour ce dialogue, mais quand même veut dialoguer, mais à condition que le pouvoir bouge un petit peu sur ce statu quo, à savoir pouvoir négocier finalement le départ du président Faure Gnassingbé en 2020. Et pour le moment, il n'en est pas question du côté du pouvoir togolais. Karine Orio. Oui, moi je pense qu'au contraire, je pense que plus on fait le buzz sur ce type de mobilisation, et plus c'est important. Il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'on a eu le même cas par exemple au Gabon, où finalement ça aboutit à un dialogue. Ils se sont assis, mais l'opposition n'était pas satisfaite. Au Gabon, par exemple, il disait qu'à l'issue du dialogue national, le président de la République avait au contraire bénéficié de plus de largesse. Donc là, en ce qui concerne le Togo, l'opposition togolaise réclame un certain nombre de choses. Sauf que quand ils vont s'asseoir pour négocier, le pouvoir n'est pas prêt à céder sur ces questions-là. Donc eux, ils se disent, au contraire, on va maintenir notre mobilisation parce qu'il n'y a que comme ça. Et je pense qu'on peut saluer, pour une fois, ça c'est les mécanismes de la démocratie qui existent au Togo, et ils ont raison. On l'a vu dans votre reportage, ils reviennent de très très loin, c'était d'abord le père, maintenant c'est le fils qui est au pouvoir. Et ils sont en train d'essayer de voir comment eux, est-ce qu'ils se font entendre. Et donc c'est important. Maintenant, il y a une mobilisation aussi de toutes les oppositions. On a vu ici, notamment en France, parce que quand vous parlez effectivement d'externaliser un certain nombre de crises, c'est le cas. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut faire la pression et obtenir ce que l'on veut. Alors, Malik n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'on va voir maintenant le positionnement de M. Azeizi? Alors, il faut comprendre le contexte du Togo. On parle d'un pays où on a un régime qui a été un régime qui est là depuis un certain nombre d'années. Il y a une succession entre l'ancien président Adébé et son fils. Néanmoins, en face, on voit que la contestation n'est pas une force harmonieuse, c'est-à-dire qu'on a une multitude d'opposants avec des positions très hétérogènes, donc qui ont pour seul dénominateur commun leur opposition au président actuel. Il faut dire, bon, on a deux personnages qui sont Atchadam et Jean-Pierre Fabre qui se distinguent un peu ces derniers temps, mais c'est quelque chose qui a été récurrent, et la même chose s'est passée en 2005 et ça a donné une suite à une réconciliation, et donc c'est quelque chose qui est assez récurrent avant chaque législative. Les législatives de 2019 arrivant bientôt, on voit ressurgir ces forces d'opposition. Là où le président actuel a compris sa marge de manœuvre, c'est que la source de contestation, quand on recherche, mis à part les têtes principales qui apparaissent sur le plan médiatique, sont plus des contestations par rapport à une politique locale que nationale, c'est-à-dire par rapport aux autorités locales qui sont présentes dans les régions, auxquelles on reproche une mauvaise gouvernance, et là, il y a une marge de manœuvre sur cela. Autre point, il ne faut pas nier au président Faure l'essor économique que connaît le Togo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans un pays qui a la croissance, l'une des croissances qui est plus importante dans la région, le double de c'est similaire dans la région, 3% je crois dans les 3 dernières années. Donc c'est quelque chose qui est louable et sur lequel le président doit travailler pour essayer de répondre à la contestation sociale et faire bénéficier l'ensemble des citoyens de l'essor économique du pays. Donc ça c'est quelque chose de très important sur le plan économique. Et l'autre marge de manœuvre du président Faure serait peut-être
quelques concessions par rapport à sur quoi s'était engagé son père dans le début des années 90, avec la Constitution notamment. Votre interlocuteur parlait des droits de vote pour les Togolais à l'étranger, mais également une réforme de l'organisation constitutionnelle au niveau du Togo, notamment par rapport au mode de scrutin. Aujourd'hui, on est dans un scrutin avec un tour, donc qui parfois peut être considéré comme étant injuste et ne permet pas l'arrivée au second tour d'une force représentative des autres positions dans la population. Donc évoluer sur le mode de scrutin notamment, faire participer la diaspora, parce que ils peuvent être acteurs du développement au Togo, donc les faire impliquer politiquement peut être un levier de croissance pour les faire agir comme acteurs dans le développement du pays. Et encourager la réconciliation interne et le dialogue. Donc ce sont un certain nombre de leviers sur lesquels le président peut agir aujourd'hui. Peut-être un dernier levier, et on verra si ce président Faure, c'est par rapport à un autre engagement qui a eu lieu dans les années 90, c'était la limitation des mandats. C'est précisément sur ce... Peut-être, donc voilà, est-ce que 2020, Faure peut s'engager à ce que s'il gagne ou s'il perd, 2020 serait son dernier mandat, ce qui pourrait être une concession, et laisser au peuple togolais le choix de la gouvernance qu'ils souhaitent pour leur pays. Malik, quelle marge de manœuvre dispose l'opposition togolaise ? Elle a déjà le soutien populaire. Je ne le cache pas, cette difficulté justement pour le pouvoir de négocier face justement à une opposition qui est de plus en plus forte. Le pouvoir, justement, a moins de marge de manœuvre que l'opposition. Mais le souci de l'opposition, c'est de parler d'une seule voix. Vous avez évoqué plusieurs sujets. Il y a des sujets concrets qui sont mis sur la table et qui sont finalement peu abordés. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une confrontation, une personnification du débat entre des leaders charismatiques de l'opposition et un président aussi charismatique, même si on peut avoir des désaccords avec lui. Et ce débat-là, ce débat entre l'opposition et le président, il se concentre sur une seule chose, le départ du président. Et on oublie tous les autres sujets. Donc, il y a un moment donné, soit on se focalise sur des sujets concrets qu'on doit discuter avec le pouvoir et on va à la table des négociations. Ce que je dis, c'est là la responsabilité de l'opposition, ou alors on reste dans cette situation tendue et puis ça profitera, moi à mon sens, si on est dans le statu quo, ça va profiter au président Faure, ça ne va pas profiter à l'opposition. Il faut aller vers ce chemin-là, parce que si on manifeste, c'est bien beau de manifester, la démocratie le permet, même s'il y a encore beaucoup de choses à consolider au Togo sur le plan de la démocratie. On peut manifester, mais quelle est la finalité quelles sont les finalités de ces manifestations? Les finalités, c'est d'arriver à poser les sujets sur la table. Et par exemple, sur le vote des résidents étrangers, sur la limitation des mandats, même si vous avez devant vous un mur. Mais si on vous avait déjà négocié, il faut aller justement à cette négociation. Il ne faut pas rester reclus dans une opposition et à manifester. Le rôle de l'opposition, c'est de construire un projet politique. Et c'est pour ça le problème, souvent dans les pays africains, c'est qu'on a une opposition qui se focalise juste sur l'alternance. L'alternance. Oui, certes l'alternance, mais pour arriver à l'alternance, on crée un projet. On ne dit pas juste au président, vous devez partir. Tout à fait d'accord. Il y a un chemin à suivre. Il y a une stratégie. Et c'est ça le problème. Adam Azeizi. Changer, mais changer pourquoi? C'est là la question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer juste pour changer. Il faut que l'alternance ait une offre constructive, solide et qui permette au Togo de continuer sa marche vers le développement. Il ne faut pas changer juste pour changer parce qu'on est lassé d'avoir le même régime depuis quelques années. Si une opposition veut un jour être crédible, au Togo, il faut qu'elle arrive avec un projet structuré qui apporte des solutions pour le Togo dans les années à venir. Karine Oriot. Alors moi, je ne partage pas du tout votre avis à tous les deux, parce que je pense qu'au contraire, il faut une volonté politique pour construire un État, comme on le voit par exemple au Rwanda. C'est le politique qui gère la cité. Et là, on n'est pas du tout dans le cas d'une alternance. Vous avez parlé d'un essor tout à l'heure. On voit ce que les mobilisations ont entraîné au Togo. Il y a un vrai frein. Au niveau de l'économie, cela se ressent.
clairement. Donc, peut-être que M. Faure va gagner, mais en attendant, l'économie est en train de périr. Et il y a le soutien populaire. Donc, ça crée un climat qui fait qu'aujourd'hui, il faut absolument que le pouvoir l'entende sur les conditions mises en place par l'opposition. Mais on ne gagnera que comme cela. Les manifestations, ça sert justement à cela. La démocratie, c'est important pour construire quelque chose, c'est le début. Mais cette opposition va certainement se trouver une place, un costume, comme toutes les autres oppositions ont dû le faire dans d'autres pays à côté. Mais elle a une marge de progression et un discours à meubler et un programme à meubler. Elle apprend comme toutes les oppositions d'ailleurs, mais c'est un chemin et je trouve que c'est très important qu'il y ait une mobilisation forte de cette opposition parce qu'il n'y a que comme ça que l'on va gagner une alternance démocratique dans tous les autres pays, en tout cas en Afrique subsaharienne. Mais le débat doit être sur les idées, mais pas sur les personnes. C'est ma conviction. C'est ça le problème. On est d'accord, bien sûr. On peut aujourd'hui parler d'une véritable démonstration de force de l'opposition togolaise. Moi, je pense que oui, clairement. Je pense que là, ils sont en train de prouver, en tout cas aux autres, qu'eux, ils ne vont pas en démordre, comme vous l'avez dit. Et quoi qu'il advienne, et c'est super important, ça veut dire aussi que là, il ne faut pas que cette opposition soit corrompue. C'est-à-dire que, comme vous le soulignez si bien, qu'au-delà du débat, qu'il y ait uniquement une importance des intérêts qui soient des intérêts individuels. Ce serait dommage. Il faut absolument que, là, pour le coup, ils jouent collectif et qu'ensuite, ils apportent un véritable projet de société. Je rajouterai rapidement juste une chose. Il faut se rappeler, c'est justement les violences qui sont survenues lors des précédentes élections. Et c'est là l'immense responsabilité du président Faure. Alors, on peut critiquer l'opposition, elle l'a fait ou du moins je l'ai fait sur ce plateau. Mais il y a aussi le président Faure qui a une immense responsabilité parce que vu la vitalité de la société civile togolaise en ce moment, et de cette impulsion démocratique et d'aspiration démocratique, le président Faure a tout intérêt justement à élargir le dialogue le plus vaste possible. En sachant qu'effectivement, il y a un certain nombre de manifestations qui ont été annulées, notamment celle qui va se tenir demain à Abuja. Il y a pas mal le sommet sur la sécurité qui devait avoir lieu, qui a été annulé en raison de ces mobilisations-là. Donc je pense qu'ils ont réellement, là, l'opposition a le pouvoir, à elle aujourd'hui, de prouver qu'elle peut aller beaucoup plus loin en construisant, en tout cas en montrant un nouveau costume pour l'opposition en Afrique subsaharienne. Une dernière question quand même, pour revenir sur ce sommet de la CEDEAO. On sait pour l'heure que le président ghanéen Nana Akufo-Addo, donc le président de la Guinée, mais aussi le président guinéen Alpha Condé s'implique pour trouver des pistes dans cette crise togolaise. La CEDEAO étant présidée par le président Faure Gnassingbé, est-ce qu'elle peut s'impliquer auprès de l'opposition comme elle l'avait fait pour la crise en Gambie? La CEDEAO s'était impliquée en 2005. Ça n'avait pas donné des résultats lors de l'arrivée au pouvoir du président Faure. Il y a eu quelques écarts et problèmes d'installation et une période transitoire, et la CEDEAO est intervenue en termes d'acteurs pour la négociation. Ça a permis d'adoucir, de calmer les tensions qui étaient à l'époque au Togo, mais les orientations parfois ne sont pas acceptées par l'ensemble de la population togolaise. La CEDEAO est considérée comme étant un organe qui a un parti pris du fait de sa direction qui peut être considérée comme étant proche ou pas, avec des liens familiaux par exemple avec le président actuel. Mais dans une logique d'intégration régionale, il est important d'impliquer l'organisme dans ce type de situation et faire en sorte que ça soit un lieu de dialogue, s'il n'est pas possible en interne au Togo, à l'échelle régionale. Malika Cher, l'organisation étant donc présidente par le président togolais, l'opposition togolaise ne peut pas véritablement espérer que l'organisation se range de son côté comme l'organisation s'était rangée aux côtés de l'opposition en Gambie. Mais écoutez, le président Faure a une double casquette, donc une double légitimité pratiquement, parce qu'on lui confère quand même un poste à responsabilité, celle de la CEDEAO. Donc du coup, est-ce que créer une instabilité même au sein de la CEDEAO, ça va être utile? Je ne pense pas. Et c'est malheureux. C'est un hasard de circonstances qui fait que le président Faure subit une contestation au sein de son pays, mais il ne peut pas la subir au sein de la CEDEAO parce que ça freinerait
tout l'élan de cette coopération avec les pays voisins. Donc il y a une ligne rouge, c'est pour ça que je parle de régionalisation de l'affaire d'un peu du Togo. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que, au contraire, l'opposition, avec tous les défauts qu'elle a au Togo et dans d'autres pays africains, elle arrive justement elle-même à peser déjà sur le débat politique sans externaliser mais pardon, Malik, cette on parle question. quand même d'une répression au Togo, Bien on parle sûr, de 16 morts et plus depuis le début de la crise. Oui, donc mais je n'ai jamais vu, donc, de mémoire, je n'ai jamais vu le pouvoir togolais aussi attentif. Oui. Même si autant on peut critiquer, je n'ai jamais vu le pouvoir togolais autant être à même de discuter. Alors, on peut être déçu de sa manière de procéder, mais du moins, on voit que ça bouge un peu. Mais juste par rapport à votre remarque, juste la Gambie, c'est pas le Togo. La Gambie, c'est un président qui a été élu et qui n'a pas pu arriver au pouvoir. Là, on parle d'une contestation. Mais la CEDEAO s'était bel et bien rangée aux côtés de l'opposition. Après élection, parce qu'il y a eu un résultat. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Mais en tout cas, il y a eu une prise de position. Moi, je pense quand même que au contraire, je pense que même si c'est lui qui gère la CEDEAO, il n'empêche que de toutes les façons, le sourire en coin, les autres lui rappelleront très bien qu'il faut qu'il balaie devant sa porte, parce que ces mobilisations ont un impact économique et que la CEDEAO, on parle bien économie. Oui. Donc c'est assez important. Donc il perd pour moi en légitimité, en crédibilité. Maintenant effectivement, le cas de la Gambie, c'était un cas qui n'avait rien à voir. Mais je rappelle, vous le dites si bien qu'effectivement, il est attentif, le pouvoir n'a jamais été aussi attentif. Il a annulé d'ailleurs une de ses visites dans une ville qui est tenue par l'opposition, à Kakmé, je crois, si je le prononce bien. Donc, je pense que là, on est aussi face à la faiblesse de nos institutions, comme l'Union africaine, quand il y a des problèmes sur le continent, qui ne peut pas réagir, parce que pour des raisons économiques, parce qu'il n'y a pas de volonté politique à réellement s'exprimer sur des crises politiques. C'est aussi la faiblesse de toutes nos institutions africaines. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. On revient dans quelques instants.